Voilà. Et là, est-ce que vous avez encore le partage? Oui, il est bon le partage? Guillaume? Guillaume? Oui, oui. Est-ce qu'on a encore le partage ou pas? Le partage, c'est-à-dire? Le PDF? Oui, oui, moi je le vois à l'écran. D'accord. Ok. Moi, je l'ai plus. Je le vois pas, donc je sais pas où il est. C'est pas grave. Ah voilà, c'est bon. Donc Guillaume, salut. Donc on a fait. D'abord, je voudrais te remercier Guillaume d'avoir fait tout ça, d'avoir comment dire, nomenclaturé tous les glabs. Et je voudrais remercier Alex Bucart qui a fait le PDF. Donc on va Ouais, commencer. Hein? c'est très bien fait. Ouais, c'est très bien J'adore. fait. C'est très bien Ouais. fait. Donc vous voyez, vous avez toutes les espèces de glabs avec le nom, la couleur, la bouche, les tentacules, enfin donc vous aurez tout. Évidemment, ce PDF il sera disponible sur le récif, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Guillaume, tu l'as fait pour ça. Aucun problème, c'est fait pour ça. Voilà. Donc tous ces glabs, la maintenance est à peu près la même ou il y a des particularités? Bon, on va dire que c'est la maintenance, c'est la même pour toutes, à part les torches des profondeurs, C'est c'est-à-dire des- celles qui ont des grosses tentacules courtes et épaisses, C'est-à-dire ce comme la genre-là? Tiger, et certaines bananas, Alors là, qui étant donné euh, qu'elles poussent dans les profondeurs, ont une maintenance difficile, moins de parts, un brassage différent et un nourrissage quasiment obligatoire, presque comme des non symbiotiques. d'accord. Ça, le Joker, par exemple, c'est un filiale de profondeur? Non, Non? non, non, Est-ce- non. Alors après, on a des souches des fois qui ont plus ou moins des longues tentacules ou Ah des courtes voilà, voilà la tentacules. Tiger. Ça c'est la Tiger qui est ici, c'est de profondeur. Ah oui, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment la misère à tenir. Pour vous dire, j'ai essayé plusieurs fois et elle passe pas la division, un petit peu comme les torches australiennes. Très très dur à maintenir, coloré, en bonne forme et les faire pousser, c'est très très dur. Moi, honnêtement, j'ai laissé tomber les Tigers, j'en fais pas pousser à la boutique. D'accord. Parce que t'arrives pas, quoi. C'est quoi? C'est un problème de brassage, d'éclairage, de nourrissage, de... Bon, les trois, je pense hein, que c'est un peu comme les coraux non symbiotiques, ça correspond pas trop à notre méthode de maintenance. À nos paramètres, je pense pas, mais en tout cas aux paramètres physiques de l'aquarium, le brassage, l'éclairage, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, à mon avis, l'aspect nutrition, l'aspect prédation doit être important, étant donné qu'elle vit en profondeur, elle doit plus manger que les autres. Peut-être qu'elle est moins symbiotique, qu'elle a moins de zooxanthelles. Ah Je ouais. ne sais pas, ça c'est des suppositions, mais en tout cas, elle est très très difficile à maintenir. Et quand on les nourrit, on les nourrit avec quoi? Des crustacés, du plancton, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Bon, après les torches, elles peuvent, ouais, les torches, elles peuvent manger de tout, hein, aussi bien des granulés, des pelets à coraux que de la nourriture congelée. Elles peuvent aussi être nourries par leur mucus, donc plus avec des nourritures liquides, comme le Reef Energy AB+, ou d'autres types de nourriture liquide, comme le phytoplancton, par exemple. D'accord. Moi, particulièrement, je les nourris pas en target feeding, aucune. C'est-à-dire, ils profitent de la nourriture du bac. Ouais, alors moi quand je nourris les coraux, j'y vais un peu à la méthode Papon, hein, donc je fais un gros mélange, je balance dans mes pompes de brassage et puis tout le monde en profite, aussi bien les détritivores que les coraux que les petits poissons. Et puis elles prennent ce qu'elles peuvent, voilà, la nourriture qui tombe dedans est capturée, mais en tout cas je vais pas les nourrir spécifiquement. Et les souches que je cultive, donc la plupart là qui sont en photo, c'est mes photos à moi. Ouais, Euh, je les nourris pas directement. d'accord. Et donc, J'ai toujours peur en fait que la nourriture stagne à l'intérieur, soit mal consommée et vienne pourrir dans la tête. ouais, un peu, un peu, Alors, un peu comme le problème qu'on peut avoir avec les scolymias, quoi. Quand on les ouais, nourrit, absolument. ouais, d'accord.
Absolument. Donc, pour éviter ça, je préfère pas les nourrir directement. J'ai déjà une bonne vitesse de croissance. En tout cas, ça me suffit pour aller chercher un petit peu de croissance supplémentaire en risquant de perdre mes souches, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Là, toutes les souches qu'on a sur ce document, tu les as, quoi, en principe. Sauf ceux de profondeur que tu as abandonnés. Euh, Alors, là, en l'occurrence, il y a que la Tiger que j'ai pas. ouais, Euh, tout ce qui est en photo, je les cultive ici, ouais. d'accord. Et ça, le Todd, c'est pas un truc de profondeur, parce que c'est marrant, il a les tentacules courtes, enfin, il Ouais, ressemble un alors peu. la Todd, je sais pas exactement où elle pousse, mais effectivement, elle a les tentacules un peu plus grosses et épaisses. Elle est assez difficile, j'avoue, à diviser, mais beaucoup moins qu'une Tiger et on va la maintenir comme les autres. D'accord. Là, il y a Yaya qui dit bonsoir, quand tu dis que le High Tiger ne tient pas chez toi, c'est combien de temps? J'en ai une depuis plusieurs mois, je touche du bois, elle va plutôt pas mal. C'est toi quand t'arrives. Ouais, donc elles vont pas mal pendant 6 mois, un an et demi. Les torches à grosse tête et de profondeur sont très lentes à la division, en tout cas chez nous. Ouais. Et le problème, il vient à la division. Donc, si tu achètes une tête de Tiger, t'en as peut-être pour un an et demi avant qu'elle fasse l'ovale et qu'elle décide de se diviser. Donc, ça va pas mourir tout de suite. D'accord. C'est au moment de la division que la Tiger dépérit, quoi. D'accord. Ouais, le moment de la division chez les torches, c'est toujours un moment un peu critique où la chair remonte afin de se séparer. La torche a moins d'énergie, elle stresse, les tentacules sortent moins et ça peut durer relativement longtemps en fonction des souches. Et plus ça va durer longtemps, plus elle va souffrir, perdre de l'énergie, la chair va remonter. Et puis, alors quand la chair arrive au niveau des dents, alors là, c'est une question de jours ou de semaines avant de la perdre, hein. C'est très très dur, hein. Et il y a indépendamment de la Tiger qui est bien compliquée, si j'ai bien compris, les autres torches au moment de la division, il y a des, comment dire, il y a des précautions à prendre ou où on laisse faire et puis. Non, alors il y a pas de précaution particulière. On peut voir que la torche, elle souffre un peu parce que bon, déjà on a une régression de la chair sur le squelette, et puis ensuite elle est un petit peu plus fermée que d'habitude. Donc on sent qu'elle est pas. En général, les gens ils se posent des questions d'ailleurs. Ils les sortent, ils les traitent, ils se disent peut-être qu'elle a des planaires, peut-être qu'elle a ci. En fait, elle est en train de se diviser. Donc c'est un moment un peu critique. Après, sur les souches qui sont bien acclimatées avec des longs polypes, en général, on voit quasiment pas la différence. Ah ouais, ah ouais, d'accord. C'est-à-dire comme celle-là, Donc par du coup, exemple, la 24K, tu vois pas de différence quand elle se divise, quoi. oh, bah, la 24K, elle a les polypes tellement longs, alors elle est peut-être un petit peu plus refermée que d'habitude, mais ça passe inaperçu, quoi. D'accord, d'accord. Donc tout ça, c'est des glabs. Tu sais d'où ça vient ce terme de glabrescence? Non, tu t'as pas l'origine de ce Oh, mot? j'en ai aucune idée. Aucune idée. Bah, glabre, ça veut dire sans poil. Ouais. Alors glabrescent, bon, on peut faire des suppositions. Peut-être qu'il y a une étymologie. En tout cas, je la connais pas. Mhm. Je connais le mot glabre, Ouais. mais pourquoi? Parce que c'est plutôt assez, ça a plein de tentacules, donc c'est assez poilu, on va dire entre guillemets. Donc glabre, hein, quand on voit des coraux qui s'appellent glabra, par exemple, en général, ça a pas beaucoup de coralite axiale, Ouais. c'est assez lisse, c'est des coraux des profondeurs. Comme le subglabra. Ouais, par exemple, là, on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça. Là, glabrescent, bah, je sais pas trop. D'accord. Et là, sur ce document, on a toutes les espèces de glabres à ta connaissance. Enfin, tous ceux que tu connais, quoi. Il y en a pas d'autres. Alors non, pas du tout, parce qu'il y a pas mal de déclinaisons. Il y en a, ils vont me dire, ah mais j'en ai une, elle a pas, c'est la même que celle-là, mais avec une pointe de telle couleur. Donc il y en a tellement. On pourrait, il y en a qui sont pas nommés. D'ailleurs, on les voit comme SP ou No Name ou je ne sais quoi. Bon, celle-là, je m'en suis pas occupé. Il y en a qui se ressemblent énormément, donc il a fallu que je choisisse entre l'une ou l'autre. Euh,
là, quand vous regardez toutes les torches qu'il y a sur le PDF, elles ont toute une particularité. Elles Ouais, sont toutes bien différentes en termes de couleurs. ouais, ouais, ouais. Euh, et j'ai gardé les souches qui sont le plus marquées, histoire d'avoir un beau panache dans la culture. Ouais, là, Mais toutes il les... y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on peut. Ouais, On va dire que c'est les principales. C'est les principales et entre autres celles que je cultive à la boutique et que je connais. Par exemple, il y en a une qu'on peut trouver sur d'autres sites euh, qu'ils appellent Malaysian Joker Malaysian. Oui, elle est, le vert fluo est plus fluo, et il monte plus sur les tentacules, mais de toute façon, nous, on a très peu de coraux de Malaisie, voire pas du tout, donc mhm. ça sert à rien de le mettre sur le PDF. Ouais, ouais, ouais. Là, toutes les photos qui sont sur Hein, le par PDF. exemple, les black torches, il y en a avec des pointes légèrement saumonées, il y en a avec les pointes blanches, il y en a avec des pointes presque jaunes. Ouais. On pourrait faire des déclinaisons dans le nom, mais moi, je vois pas l'intérêt. Là, toutes les photos du PDF, elles sont faites sous bleu avec lentille ou couleur naturelle, normale? On va dire que non, elles sont pas abusées. C'est des couleurs qu'on peut voir avec les yeux quand notre aquarium il est assez bleu. D'accord. C'est ça, hein, le Black Torch, c'est celui-là, hein. Le black torch, c'est celui-là, ouais. Donc violet. Donc le black torch, c'est entièrement violet foncé et noir. Ouais. Bouche, base tentacule, tentacule, avec les pointes colorées, soit blanches, soit jaunes, soit orangées. D'accord. Et si elle a le cœur vert, si elle a la bouche et la base des tentacules vertes, c'est Ouais. une joker. La Joker, Ouais, et c'est... on a les Voilà. deux l'une sur l'autre, par Voilà. exemple. Ouais, ouais, ouais. Elles sont très très proches. La seule différence, c'est la base verte de la joker. Ah ouais, effectivement. Et l'autre, ouais, le Black, c'est violet aussi. Ouais, tout est violet, ouais, d'accord. Ah, c'est un violet très très foncé, presque noir, hein. Là, ça fait assez clair parce que j'ai dû augmenter la luminosité pour la photo. Ouais. Mais sinon, c'est très très sombre, hein. C'est un violet très très sombre. Ouais, ouais, mais c'est beau ces animaux, hein. Et c'est vraiment, il y a quelques années, enfin moi je sais pas, depuis, ça fait que quelques années qu'on entend parler sans arrêt des glabs, que les gens veulent des glabs, des glabs, des glabs. Ou ça a toujours été, Alors, alors, pour, alors pour moi, le filia glabrescent, ça a toujours été à la mode. Ça a toujours été un corail plébiscité par les récifalistes. Même il y a 20 ans, quand je l'ai commencé, on achetait des pieds pour 70 euros, des pieds entiers de culture, Mhm. avec 3, 4, 5 têtes. Bon, on avait quasiment que de la verte à pointe bleue ou de la verte à pointe verte. Ouais, Mais déjà à l'époque, les gens adoraient parce que le filia, ça fait du mouvement, ça se balance dans le courant, c'est très joli. Donc c'est un euphilia qui a toujours eu la cote, toujours. ah ouais. Là, il y a, Ah, ah, ouais, vas-y Guillaume, excuse-moi. c'est après, une fois qu'on a commencé à éclairer bleu, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres colorations qui étaient mises en valeur. Et c'est là qu'on a trouvé des orangés. Et ensuite, bon, c'est devenu un peu plus à la mode par le bleu parce on se rend beaucoup plus compte des déclinaisons de couleurs. Alors que quand on éclairait sous HQ T5, on avait surtout les verts qui étaient fluo. Ouais, Donc c'était toutes les vertes qui étaient intéressantes. c'est vrai. Une Black Torch, ça nous intéressait pas à l'époque. Non. Est-ce qu'il y a des, c'est une question un peu con que je vais poser, mais bon, il y a des accro-signatures, mais est-ce qu'il y a des glabs signatures? Oh bah oui, oui, moi, mais toutes les glabres récents que j'ai depuis 3 4 ans, je les ai nommés, oui. Ouais, c'est, La différence, elle est quand même extrêmement importante, surtout avec le glabre récent. Entre une torche Caribe sauvage et une torche de culture en aquarium, il y a une différence incroyable. De vitesse de croissance, de maintenance. Le filia, c'est sujet aux parasites et entre autres aux planaires de filia qui sont des gros planaires qui mangent la chair ouais. et qui font des ravages. Donc la torche qui est acclimatée en aquarium, sans planaire, passée à l'antibiotique, etc. Ah oui, elle mérite sa signature, oui. Ouais, et est-ce que la torche signature, les coloris sont différents de la torche sauvage que tu reçois?
Ça va, Ah la oui, oui, couleur, oui, ah oui, oui, oui. ah oui, oui, comme les accros, hein, Au fil des comme les accros. générations, au fil des générations, tu vois que la couleur varie, quoi. Ah oui, oui. Alors la couleur sur la torche, elle va pas forcément varier en fonction de la maintenance. Elle va surtout varier en fonction de la puissance lumineuse. Ah ouais, Hein, après, évidemment, peut-être un peu les oligos, etc. Mais c'est plus la puissance lumineuse. Par exemple, une 24K, moi, j'ai certains collègues qui, dans leur bac, elle est presque jaune, ouais, alors que dans mes bacs, sous 350 par, elle est orange. Orange, voilà, voilà. elle est couleur cuivre, comme ça. Ouais, Mais ouais. si on la monte vraiment en part à 400, 500, on peut la voir presque jaune. Ah oui. Donc, on va avoir une modification de la couleur par rapport à la puissance d'éclairage. C'est-à-dire qu'elle va Euh, s'éclaircir, quoi, un petit peu, ou... oui, 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 elle va s'éclaircir et elle va tirer vers le jaune. D'accord. D'ailleurs, au passage, en termes de puissance lumineuse, toutes les morphes qui ont du jaune ou de orange peuvent être éclairées beaucoup plus fort que les morphes qui sont violettes ou noires. Ouais. Une torche orange, si on l'éclaire fort, elle va devenir jaune, donc ça sera très joli. Par contre, une torche noire, si on l'éclaire trop fort, elle va devenir blanche. Elle va pâlir, voire Elle, elle, de- elle, devenir de- elle, de- elle, translucide. elle devient pas grise, elle devient blanche. Boum. Ah ouais, elle pâlit et c'est pas bon pour elle. Donc toutes les morphes foncées, type noir ou violette, vont s'éclairer beaucoup moins que les torches orange, vertes ou jaunes. Retenez ça, hein, retenez-le, ouais. Ça, faut le savoir, ouais. Toutes les violettes et les blacks, beaucoup plus bas dans l'aquarium que les autres. Ça, c'est important à savoir. Là, il y a quelqu'un qui, ça fait 2 fois qu'il demande, il devait pas être là au début. Tu les nourris avec quoi? Tu les nourris pas spécifiquement, ils profitent de la bouffe de Ouais, l'aquarium. C'est ça, ouais, hein? ouais, ouais, ouais. Je fais pas de target parce que j'ai peur que ça pourrisse dans les tentacules et elle profite de la nourriture que je mets directement dans les pompes de brassage, nourriture à coraux, nourriture à poissons. Je balance des granulés à la volée aussi. S'il y en a qui tombent dedans, ben c'est banco pour elle. Mais en tout cas, je vais pas y mettre un coup de pipette pour la blinder de granulés. D'accord. Là, il y a Frédéric qui demande si c'est utile de traiter en prévention régulièrement les glabres avec des antibiotiques. Alors en prévention, non, pas du, enfin non, c'est le régulièrement qui pose problème là en l'occurrence. Un traitement antibiotique ne doit pas être répété, Ouais, hein, sinon on ça risque fait de créer des résistances. des Donc résistances. normalement votre torche, si elle a été traitée une fois et qu'elle est placée dans un bac qui a été traité, vous n'avez pas à la retraiter, jamais. Ouais. Donc ça veut dire que tous les gens qui achètent des glabres chez Marinome, ils n'ont pas à se préoccuper de traiter leurs glabres quand ils les reçoivent. Absolument pas. Voilà. Absolument pas et surtout pas. Alors après, bon, c'est une question de confiance aussi, mais il faut savoir que la bactérie qui est en cause dans la gelée brune de l'Euphilia, elle pourrait être aussi présente sur pas mal d'autres types de coraux, même dont les acroporas. Donc, si vous voulez, si je sais pas trop comment ça se passe. C'est-à-dire que si vous avez des Acanthastrea qui n'ont pas été traités, des Cataphilia qui n'ont pas été traités, tout autre LPS qui n'a pas été traité, des accros qui n'ont pas été traités, et que vous m'achetez une torche qui a été traitée, est-ce que celle-ci va pouvoir être contaminée par les bactéries présentes dans vos autres coraux et développer une gelée brune? Ça, c'est quelque chose qui m'échappe encore parce que j'aurais tendance à dire que oui, elle peut être contaminée parce qu'un antibiotique n'est pas un vaccin. Ouais. Donc normalement, elle ne présente plus la bactérie, mais elle doit être susceptible de la recontracter si elle est mise en coraux en En contact avec contact? Ouais, coraux ouais, bien porteurs. sûr, bien sûr. Je pense qu'en tout cas, je peux pas le savoir parce que je suis pas biologiste, mais ça me semble logique. Ce n'est pas un vaccin. Ouais. Il y a quelqu'un qui demandait quand tu as une torche qui est atteinte de gelée brune, tu fais quoi? Alors, si j'ai une torche qui est atteinte par la gelée brune, la première chose, c'est de l'enlever et de la nettoyer à l'oxygéné.
Donc, c'est-à-dire, vous allez mettre, par exemple, 1 litre d'eau de mer de votre bac, et puis vous allez y mettre 100 millilitres d'oxygéné 10 volumes que vous achetez en pharmacie. Vous allez la plonger dedans, vous voyez, ça fait des petites bulles. Toute la matière morte se décompose. C'est l'avantage de l'oxygéné. Ça va éclater la matière organique pourrie, en fait. Ouais. Et avec une pipette, vous allez souffler de partout pour enlever la nécrose, pour enlever toutes Les les tissus chairs abîmés, ouais. nécrosées, les Ouais. tissus nécrosés, de manière à arrêter la propagation. Et ensuite, vous pouvez la remettre dans le bac, euh, mais faudra peut-être songer à traiter votre bac en entier ou voilà, parce que sinon ça peut revenir. C'est un peu comme une épée de Damoclès. La torche, quand elle est en période de stress, peut être dévorée par ses propres bactéries et donc déclencher une gelée brune qui est contaminante. Ouais. Il Donc, y a... c'est-à-dire que cette gelée, quand elle part avec le courant et tombe dans une autre torche, elle va être contaminée et se nécroser à son tour. Et cette gelée brune peut aussi contaminer d'autres LPS. Donc, c'est un problème. Ouais. T'as les compliments de François Néo, le cow-boy, qui dit ça fait du bien d'entendre un pro qui sait de quoi il parle. Ah, c'est gentil. Voilà. Je me suis beaucoup battu avec les torches parce que c'était vraiment un corail que je voulais cultiver. Et je me suis mangé sévèrement, hein, parce que t'en mets une, t'en mets deux, t'en mets quatre, t'en mets huit, tout va bien, et puis d'un coup, vram, tu redescends à deux. Et puis c'est des montants qui ont 4 zéros, quoi. Donc ça fait très très mal. Et à force de chercher, je suis tombé sur cette méthode KFC. Je suis tombé sur des articles sur Arcobacter, etc. J'en ai parlé aussi à mes amis concurrents, etc. Et donc, eh ben, j'ai expérimenté la méthode et puis, ben voilà, c'est pas magique, mais ça aide beaucoup. Ça m'arrive encore d'avoir des nécroses type gelée brune, Ouais. mais en plein milieu des têtes, par exemple. Mais déjà, quand on la sort, ça sent beaucoup moins mauvais. Donc, ça doit pas être la même bactérie, parce que qui a déjà eu de la gelée brune sait que l'odeur, c'est horrible. Ouais. Donc déjà, cette nécrose-là, ces polypes qui se décomposent n'ont pas du tout la même honneur. Euh, et ensuite, ces nécroses-là ne sont pas contaminantes. Ah Donc, ouais? ça veut dire qu'on va perdre une tête, et puis basta, ça s'arrête là. Donc ça peut être, par exemple, un pelet mal digéré ou un escargot qui est tombé dedans, un poisson qui a tapé dessus, ou simplement un manque de lumière parce que quand elles poussent, elles se font de l'ombre les unes aux autres. Et si elles sont trop serrées, on peut perdre des têtes. Mais en tout cas, c'est pas contaminant. Donc la méthode, elle est approuvée. Et ça, Ah. je vous le confirme, c'est incroyable. C'est que ce n'est plus contaminant, les nécroses sont anecdotiques et on passe. Enfin, maintenant, je tiens toutes les glabs ensemble sans problème. Je dois avoir, je sais pas, peut-être 300 ou 400 têtes, toutes serrées les unes aux autres et j'ai quasiment jamais de problème. En tout cas, c'est pas quand ça arrive, c'est pas contaminant. Ouais. Euh, Là, il y a une question de Jean-Fabien, LPT. Bonsoir, j'ai trouvé peu de réponses, mais concernant la vitesse de pousse, est-ce que toutes les glabes poussent aussi vite? En moyenne, quelle fréquence pour avoir de nouvelles têtes? Bien sûr, dans de bonnes conditions. Merci. Alors, elles n'ont pas du tout la même vitesse de C'est croissance. ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, hein. Alors, pour moi, celle qui pousse le plus vite, il y en a trois. C'est principalement toutes les morphes de Holy Grail, comme la Holy Moly, par exemple, qui est incroyable. Et ensuite, la 24K et la New York Knight. C'est les trois qui poussent vraiment le plus vite. Et euh, pour vous donner une idée, plus la torche va faire de petites têtes, plus elle va pousser vite. Ouais. Plus ça va être des grosses têtes, moins elle va pousser vite. Et encore une fois, c'est logique. Mhm. C'est logique quand vous avez une tête de 200, de 3 cm, 4 cm de diamètre, c'est logique qu'elle se divise moins que des têtes de 1 cm de diamètre. Et c'est plutôt des tentacules longues en plus, non? Oui, absolument. Donc plus facile à maintenir avec une vitesse de croissance plus rapide. Voilà, Jean-Fabien, c'est ça, t'as la réponse.
J'espère qu'elle te convient. D'ailleurs, Bah posez des après, questions, hein. en termes de vitesse de croissance, on va dire que une torche à petite tête qui est bien acclimatée, etc., dans de bonnes conditions, elle va se diviser, la tête va se diviser tous les 2, 3 mois. Ah oui, tous les 2, 3 mois. Ah ouais, donc c'est-à-dire que ben quand t'as une torche avec 10 têtes, au bout de 3 mois tu passes à 20, ouais là c'est balèze. Ah ouais, parce que chaque tête se divise, en fait, c'est ça, oui, Eh d'accord. oui, c'est comme le colostrea, c'est pareil. Ah oui. Donc c'est sûr que quand tu as une tête qui se divise en deux, ah, c'est pas la folie, tu montes pas au plafond. Par contre, quand tu as 100 têtes qui se divisent en deux, ben c'est exponentiel en fait, hein. Ah oui. Hmm. Là, il y a Ludovic, salut Ludo, qui demande si la longueur des tentacules dépend-elle seulement de l'espèce ou aussi de la maintenance? Bien, les deux. Les Les deux. deux? Évidemment, vous avez les petites têtes qui ont tendance à faire des plus longues tentacules. Donc ça vient de l'espèce, hein, c'est génétique. Et puis ça vient aussi peut-être de leur de où elles poussent dans les récifs. Et ensuite, évidemment, c'est le brassage qui va tirer sur les tentacules. Si vous avez un brassage assez fort, droite-gauche, qui va avoir tendance à tirer les tentacules à droite, tirer les tentacules à gauche et tirer les tentacules vers le haut, effectivement, vous pouvez gagner des centimètres et c'est même des fois embêtant, quoi, hein, parce que vous avez des torches qui peuvent faire des 10-15 centimètres de tentacules. Ah oui. Donc, ça balaye large autour, hein. Et ça brûle bien tout ce qu'il y a Ah autour, ouais, hein. ouais, la torche, si vous voulez, enfin moi qui ai des bacs communautaires, dans mon bac d'expo, où j'ai enlevé les torches maintenant, mais avant, je retrouvais souvent un tentacule de 20 centimètres de long accroché à un corail LPS, et puis une fois qu'il est piqué, il reste collé et on voit ce tentacule qui est tendu, qui est collé à son corail, et puis on voit qu'il est en train de le digérer, quoi. Donc Ah ouais. c'est très agressif, hein, le filia, hein. On a, D'ailleurs, si vous manipulez, même si vous n'êtes pas allergique, il y en a qui le sont. Il y en a, les tentacules de filia, ça leur fait peler les doigts, des sortes de, de, de- d'érythèmes dégueulasses, vraiment pire que les zoanthus, hein. hmm. Euh, Moi qui crains absolument pas, si j'ai des coupures sur les doigts, alors là, je peux vous dire que ça pique comme de la colle, hein. Ah oui. Ah ouais, ouais, c'est vraiment un. Il y a vraiment un. Il y a une toxine. C'est les cnidoplastes en fait qui sont Hmm. des cellules urticantes qui sont là pour digérer les proies. C'est un. Ça vaut bien une anémone en termes de piqûre. Ah ouais. Euh, Moi, enfin, dans le temps, j'avais eu des glabres, enfin des glabres, 3 têtes de glabres, quoi. Et la chair s'était barrée du squelette. Donc à l'époque, on m'avait dit, ouais, c'est le brassage, c'est machin, ces trucs, mais enfin, je brassais pas non plus comme un dingue. Donc la tête était vivante, mais sans squelette. Est-ce que tu Ouais. as une explication à ça ou... Alors, les LPS, les LPS qui s'arrachent de leur C'est squelette. comme un catalaphilia, par exemple, avec les pareil. Absolument, tout à fait. C'est ce que j'allais te dire. Hmm. Le colastrea aussi, ça peut arriver, où tu retrouves hors de son squelette et ça peut rester en vie un sacré bout de temps. D'ailleurs, j'ai des échos de personnes qui ont gardé ça dans des petits verres avec du sable et ça a réussi à refaire du squelette. Moi, je l'ai jamais vu. Mais j'ai entendu dire ça. Alors c'est peut-être des conneries, hein. En tout Mhm. cas, il y a des personnes qui se sont acharnées à garder la partie charnue et ils ont réussi à refaire du squelette. Ah oui. Euh, alors j'ai tendance à dire que c'est le brassage, effectivement, un brassage cisaillant. Euh, mais ça me paraît quand même étonnant qu'il n'y ait pas une petite bactérie derrière. Mais normalement, euh, c'est la caractéristique d'un surbrassage ou d'un mauvais brassage de flux cisaillants qui vont venir décoller la chair et voilà, c'est typique d'un surbrassage, on va dire, Ah ouais, c'est... chez les euphilia en général. Donc chez les Ancora, les Parancora, chez tout le monde, quoi. C'est plus souvent d'ailleurs vu sur les Parancora, Paradivisa, qui sont plus sensibles au brassage que les glabres. Ah ouais. Ouais. Ah, ah.
Non, parce que quand tu dis à quelqu'un que c'est des animaux qui supportent le brassage, ils mettent une 6105 dessus, quoi. Ouais, ouais, non, mais ça. Et là, bah forcément, ça y a rien qui tient avec avec un brassage aussi fort H24 dans la mouille, quoi. Ouais, non, mais. Parce Même que un moi, acropora. en fait, c'était au premier essai du Nano quand je l'avais lancé au tout début. Bon, et après, je l'ai arrêté, enfin bref. Mais j'ai une 6020, c'est ça, hein, la petite pompe du Nano, c'est une petite 6020. Donc, je vois pas comment j'ai pu avoir un brassage superflu, mais bon. C'était peut-être trop Ouais, bah fort, alors en effet. ça peut être quand même des flux cisaillants. Ouais. Et puis on peut quand même dire que c'est un phénomène de fuite du corail, Ah oui, donc ouais. qui est pas là, qui est pas bien là où il se situe, et donc il se barre quoi. Étant donné c'est un corail sessile, il peut pas se barrer lui comme un fungia ou autre, donc il se détache en quête d'un nouvel espace propice. Euh, donc d'ailleurs, si on part de ce principe-là de phénomène de fuite, il est normal que l'animal puisse recréer un squelette. Ça semblerait logique, sinon Ouais, le mais phénomène de fuite n'existerait pas. à ta connaissance, il fuit, mais est-ce qu'il peut se fixer sur le substrat? En général, dans nos aquariums communautaires, on va les triturer, ils vont tomber dans un angle de l'aquarium, ils vont se faire bouffer par les Nasarius, les Bernard l'ermite, par les poissons, donc ça n'arrive pas. Mais si on fait tout pour, qu'on les met dans un verre avec une protection, avec du gros sable épais, etc., certains m'ont dit que oui. Ah ouais. Dans la logique, ça paraît très normal. Ouais, ouais, non, ça doit être une sacrée satisfaction d'avoir une tête de filat qui se barre et de la revoir faire du squelette. Oui, oui. Ça doit être sympa, Et la hein. même satisfaction que les gens qui ont découvert des bébés Euphilia. Là, pour l'instant, je me pose toujours la question, est-ce que c'est une reproduction sexuée ou est-ce que c'est une reproduction par bourgeonnement Ouais, ou par expulsion de polypes, comme pourrait le faire un Pocillopora, par exemple? ouais. Toi, t'as eu des pontes de filia? T'as déjà Non. vu Non, t'as jamais eu En de tout ponte? cas, vu que la nuit je dors, j'ai pas fait attention à ça. J'ai eu des pentes d'accro. Je Ouais, suis tombé dessus par hasard la nuit. Mais dans les Euphilia, non, j'ai jamais vu ça de mes yeux, non. d'accord. Euh, Tiens, il y a Jean-Fabien qui repose une question. C'est pas grave si tu as pris le live en cours, il faut bien dîner et puis on a une vie de famille, de toute manière. Est-ce qu'une fourchette de part a été évoquée pour les œufs type Gold ou Dragon Soul? J'ai peur de trop éclairer. Merci pour les réponses. En termes de parts, on a une bonne coloration aux alentours de 350 parts. Ouais. Après, on peut aller bien au-delà. Il y en a qui vont jusqu'à 500, 600, 700, 800 parts même. Je vois pas bien l'intérêt. Euh, on a une belle coloration à 350, on va dire, pour toutes les morphes, et peut-être plutôt 200, Pour entre 150 et 250 pour euh, ce de les, les, profondeur, les blacks. les blacks, ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Tout ce qui est jaune, vert, vous pouvez les éclairer à fond. Tout ce qui est noir, foncé, faut se calmer un peu, hein. C'est ce que Voilà, je voudrais dire. absolument. Ouais. Euh, Absolument, mais oui, on peut les éclairer quasiment aussi fort que des acroporas, les torches de morphe jaune-orange, hein, sans problème. Hein. ouais. Yannick, si t'es là, à combien t'éclaires tes œufs, s'il te plaît, qui n'arrêtent pas de faire des têtes et de se reproduire? Si tu peux nous donner le par, là, ça, comme t'es quand même un exemple à Oui, je crois qu'il a suivre. je crois qu'il a une grosse torche verte, non? Ouais, Verte vert pointe tout bleue, un bleu. truc comme Ouais, ça, voilà. avec beaucoup, beaucoup de têtes. Ouais, ouais. Et il arrête pas de faire des têtes, son truc. Euh, alors, oui, non. Là, on peut déjà répondre. Les œufs filles, est-ce que les glaces se brûlent entre elles? Non, ils se brûlent pas entre eux. Non, non, les glabs se respectent assez bien. On va éviter de mettre les tigers et les autres à côté parce que les tentacules vont leur passer dessus et leur faire de l'ombre. Donc on va plutôt mettre à part les torches des profondeurs, Hmm. mais ensuite toutes les autres peuvent être ensemble, on va dire. Voilà, là, vous avez le tiger, donc vous voyez qu'il a des tentacules beaucoup plus courtes
que les autres, quoi. Par exemple, que le 24K ou que Oli Moly. C'est marrant comme nom, ça, Oli Moly. Ouais, alors pour les noms, je les ai pas inventés, hein, c'est des noms qui existent surtout aux US. Ouais, Et il y avait un fichier il y a quelques années qui ressemblait un peu à celui que j'ai fait et je m'en suis inspiré. J'ai fait des modifications et puis j'ai mis mes propres filières en photo. ouais, ouais. Donc c'est pour trouver les noms, je me suis beaucoup documenté sur les sites internet et les gros sites américains qui font référence dans la matière. Et puis j'ai essayé de trouver. Alors ils ont tous des noms différents, hein. Ouais, ouais, je sais, j'ai bien vu, hein. Non, mais je veux dire la même souche va pas avoir le même nom chez World Wild Coral ou chez un autre. Donc c'est assez compliqué de s'y retrouver. C'est-à-dire, tu Et vas c'est chez pour World Wide Coral, tu dis, je voudrais un Eufy Banana, t'es pas sûr d'avoir celui-là, quoi. ah bah banana, si banana, ça va, mais c'est surtout pour les autres morphes, si tu veux. Euh, euh, ouais, ils inventent des noms aussi. Là, si vous allez sur, zut, comment il s'appelle? Euh, Bah rien que chez World Wild Coral, vous allez voir des noms chelous, hein, que vous avez jamais entendus. Donc ils inventent aussi, une fois qu'ils ont des torches signatures, ils changent le nom et puis ils inventent des termes. Moi, j'essaye toujours de garder le nom qui a déjà été trouvé pour une couleur donnée. Hmm. Ouais. Voilà. Ça, c'est vachement bien. Tu l'avais jamais fait, ce tableau, avant, hein. Non, non, j'avais jamais fait ça pour les torches, non. Ah Et ouais, étant donné que les torches, tout le monde se tire dans les pattes, il y a même quelques professionnels qui mettent plus les noms, hein, ils mettent Euphilia glabrescent, ouais, basta, parce qu'ils en ont marre qu'on le dise, ouais, mais non, ça c'est pas ça, c'est ça, ça c'est pas ça, c'est ça. Alors, j'ai pas la science infuse, j'ai beaucoup cherché pour être au plus juste. Après, vous trouverez des différences avec certains ouais. sites internet, c'est une certitude. Mais j'ai fait le max en tout cas, j'ai synthétisé beaucoup de boutiques dans le monde pour arriver à trouver un fil commun en fait pour chaque espèce. Ouais, ça fait au moins 2 mois que je tanne Guillaume pour ce tableau. On l'a enfin. On l'a enfin. Ouais, ça a été ouais, ça a été assez long, ouais, Ah, assez vous long et n'imaginez difficile. pas le boulot que c'est, hein. Mais Euh, non, mais parce que à chaque fois, je me disais, ah merde, ah non, ça va pas là sur ce site, et ce site, c'est quand même des gros sites, ils s'appellent pas comme ça, et etc., etc. C'était assez compliqué. ouais. Donc là, Yannick, il a répondu. Il avait un gros pied de Toxic Green qui était éclairé à 450 de part dans le précédent bac. Dans le bac actuel de type péninsula, j'ai peu d'endroits au sol avec un brassage qui ne soit pas cisaillant. Du coup, le pied mère n'est pas au top. Voilà. Ouais. Bah oui, surtout si c'est un gros pied qu'il a déménagé, c'est toujours compliqué de lui changer son éclairage et son brassage, ouais. Ouais. Un Joker et un Dragon Soul, on peut les mettre côte à côte? Alors on peut les mettre côte à côte, mais en principe, ils n'ont pas tout à fait les mêmes besoins en lumière. Donc euh, je dirais que oui, parce que s'ils vont pas mourir, mais le Dragon Soul serait un peu plus joli avec un peu plus de lumière. D'accord. T'as des problèmes aux yeux? Alors après, le Ouais. Dragon Soul, c'est une question particulière parce que le Dragon Soul, il est beau quand il y a beaucoup de violet. Donc effectivement, faut pas trop l'éclairer, sinon il risque de devenir un peu comme un New York Knight, quoi. Voilà le Dragon Soul. Ouais, le Dragon Soul, il a la particularité d'avoir, alors ça se voit pas énormément sur ma souche, mais les pointes, c'est pas juste la pointe qui est verte, ça descend un peu sur le tentacule. C'est pas juste la boule du bout qui est colorée, ça descend un peu plus loin sur le tentacule. Ah ouais, ouais, d'accord. Je sais pas ce qu'il fabrique, Guillaume, là derrière. Parce que vous me voyez là? Bah oui, Ah bon? bah oui, Ah mais moi évidemment. je croyais que moi en fait je me vois pas là à l'image, hein, je vois le fichier. Non, non, mais on te voit très bien. Ah bon, c'est vrai? Bah oui. Ah ben moi je faisais ma vie, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tester mon cache. Et alors, il est bon? Bah non, il est pas bon. Et il est pas bon parce que j'ai remis du substrat dans mon rack et à chaque fois que je remets du substrat neuf dans mon rack, et il faut que je le réduise drastiquement parce que sinon, voilà, je suis à 8,4 de pH, je suis à 8,4 de KH et ça me fait chier parce que ça correspond pas du tout
à ma pollution. Tu voudrais être à... Bah là, étant donné que je suis à 6 de nitrate et 0,6 de phosphate, 0,06 de phosphate, je devrais être plutôt à un petit peu en dessous du 8. Ouais, En fait, plus on a des nitrates et des phosphates, plus on peut monter haut en KH. Il faut que ça soit équilibré, en fait. ouais. Donc là, c'est plutôt le KH que je devrais avoir si j'ai 25 de nitrate, par exemple. Bon, c'est un détail, mais mes accros, je fais attention, je teste mon KH 2, 3 fois par jour. Ah oui, ah oui, Ah ouais, le KH, c'est vraiment le truc principal pour les acroporas. ouais, Et ouais, c'est vrai que c'est la merde. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont sorti en premier lieu des appareils pouvant mesurer le KH automatiquement et pas le calcium et le magnésium parce que c'est secondaire. Le ouais. plus important, c'est le KH. Là, Dans la nature, t'as le checker en, pardon. t'as le checker en ppm ou celui qui donne le cache directement? Ah non, celui qui donne le KH directement, moi je suis un flemmard. Ouais. Alors pour ton info, on en avait discuté avec des copains. Il semblerait que celui-là, tu peux diminuer de 0,3 ton cache. Par rapport à l'ancien, Non, par rapport au SUI ppm. SUI en ppm, il semblerait qu'il soit plus précis. Et celui-là, je sais plus qui, enfin c'est Romain qui m'avait dit ça. Tu peux diminuer de 0,3. Donc si tu as 8,4, tu es à 8,1. d'accord, ok. Mais tu pourras valider ou pas avec un test colorimétrique, hein, de toute manière. Oui, moi, les tests ANA, je les aime bien parce qu'en général, je suis assez raccord avec les ICP. Ouais, Après, effectivement, si vous prenez trois tests Tartampion, vous aurez trois valeurs différentes et ça, c'est un peu ce qui nous rend fou en récifal. Vous prenez trois thermomètres, vous aurez trois valeurs différentes, trois densimètres, trois valeurs différentes. Alors, laquelle est la bonne et la vraie? Bah, on ne sait pas. Mais la vérité se trouve sûrement au milieu. ouais. Il y a Michael qui demande quelles sont les différences entre le Holy Grail et le Holy Grail US Style. Oh, c'est juste la coloration. Là, il y Un a Holy Holy Grail. US Le... Style. Ah non, Ouais, non, pas du tout. Excusez-moi, je me trompe. En fait, j'aurais pu très bien. Là, si vous voulez, là, vous voyez le Holy Grail US Style. ouais, Là, c'est un dégradé. C'est vraiment un dégradé du vert vers le jaune. ouais. Et on va essayer de trouver Alors que l'Holy Grail normal. le Holy Grail classique, c'est vraiment un. Vous avez un tentacule qui est en mode joker. Et je trouve pas le. C'est-à-dire que vous avez le vert qui remonte sur la tentacule comme une bande. Ah voilà, voilà. Voilà. Si vous voyez, vous pourrez zoomer, vous verrez en gros, vous avez vraiment une ligne verte qui fait presque tout le tentacule jusqu'en haut. On la voit Donc ça d'ailleurs, fait, hein. On la ouais, voit. ouais, ça fait vraiment Joker face. Donc c'est vraiment le principe de la Holy Grail, c'est que vous avez une ligne qui remonte sur le tentacule. Alors que la US Style, c'est un dégradé de couleur du vert jusqu'au jaune. Ouais, c'est pas pareil. Il n'y a pas la Ah bah ligne. non, Non, visuellement, c'est absolument pas pareil. il n'y a En pas la plus, le ligne, ouais. jaune, Ouais, ouais, il n'y a pas la ligne, hein. non, il n'y a pas la ligne, c'est un dégradé du bas vers le haut. Et je peux vous assurer que ça, la Holy Grail US Style, c'est la torche la plus exceptionnelle et la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Ah ouais? Quand on a un massif de filia, quand vous mettez la US Style, la Holy Grail US Style, les autres paraissent toutes fades. C'est terrible, c'est terrible. On a envie de tous les mettre à la poubelle, les autres. À ce point-là? Ah ouais, ouais, c'est vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et en plus elle se comporte. Alors elle n'est pas sortie il y a longtemps cette souche, on la trouve pas depuis longtemps. Donc moi je la cultive pas depuis depuis un an à peu près. Mais en plus ça a l'air d'être une bonne prétendante à la culture parce qu'elle fait elle pousse vite, elle fait des longues tentacules. La chair est très très belle, très basse. Non ça va être une future tuerie, hein, vraiment, hein. Ah ouais. Et là, pour Ah, l'instant, pour moi c'est la plus belle de toutes. t'en vends de temps en temps ou pas encore? Oui, oui, j'en vends pas mal. Alors c'est une des plus chères, hein, comme la banana et la Holy Grail. Là, la Holy Grail que je vous ai mis sur la photo, c'est, on pourrait dire Holy Grail Ultra. C'est la plus belle des Holy Grail que j'ai eues et que je cultive à la boutique. Celle-là, Donc, là, si vous voulez, ouais. ouais, le vert est fluo et le jaune est fluo. Elle est déjà très, très belle. Alors que vous avez des Holy Grail, ben, étant donné que Holy Grail, c'est la bande qui fait tout le tentacule,
vous Ouais, en avez qui sont moins colorées. Et donc, en l'occurrence, la Holy Moly, c'est une Holy Grail, mais qui est beaucoup plus pâle, pâle en couleur. Mais on voit cette bande-là sur la Holy Moly qui monte je sais pas où elle est peut-être là, un peu moins marquée, mais en tout cas, la Holy Moly est une Holy Grail à la base. voilà, mais elle est bleue. Ouais, c'est pas un vert fluo, c'est un vert un peu gazon en fait, un Ah, vert la plus Holy sombre. Moly, c'est Ouais, bien c'est celle-là. ça. Oui, c'est ça. Tu trouves que c'est vert, toi? Bah attention parce qu'il y a la photo, hein. Alors les torches, c'est très très dur à prendre en photo, hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, les couleurs orange, etc., c'est très très dur à prendre en photo. Et là, effectivement, ça fait un peu violet, violacé. Mais on voit la Euh, bande, on voit quand même une bande sur les tentacules, hein. mais oui, c'est plus vert et jaune clair. D'accord. Et celle-là, c'est ma torche qui pousse la plus vite. Ouais. Euh, Il y a Patrick qui demande à 200 de part, je n'ai pas de division. Est-ce que c'est normal? Bah, j'imagine que oui, et j'imagine que si on n'a pas la lumière qu'il faut pour lui donner assez d'énergie, elle va pousser moins vite. C'est comme tout corail. Un corail qui est sous-éclairé a moins d'énergie par ses oxantelles et donc va moins se développer, va croître moins rapidement. C'est une certitude. Donc là, tu crois qu'il... attends, c'est quoi qu'il a? Il a pas de division, mais je sais pas ce qu'il a comme torche. Tu lui balancerais du 300 de part, quoi, 300, 350. Ah bah déjà, si s'il l'a depuis un an et elle bouge pas, elle se divise pas, soit c'est une torche des profondeurs, soit c'est une torche qui est sous-éclairée. Et de toute façon, une torche sous-éclairée, la chair va remonter, 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 remonter. C'est un Hellfire. Hellfire, ça demande, oui, pour être bien, au moins 350 Voilà. pour être joli. Voilà, Patrick, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un an dans le bac, bah ouais, mais un an à 200 de part, tu le mets à 350 et ping, il va changer de gueule, il va se diviser. C'est possible, ouais. Là, il y a une question encore de Michael. Pour des torches qui auraient perdu, entre guillemets, leur couleur dans un aquarium, combien de temps faut-il et que faut-il faire pour qu'elles reprennent leur couleur? Oh bah je dirais que c'est comme tout coraux. Ça va prendre un petit mois. Un mois? Ça va prendre un petit mois dans de bonnes conditions, donc c'est-à-dire avec une lumière adaptée, un brassage adapté et des paramètres chimiques corrects. D'accord. C'est-à-dire, Que ça soit les oligo-éléments, le KH, la salinité, tout, hein. ok. Je regarde les questions s'il y en a. Allez-y, posez les questions, hein, n'hésitez pas. Guillaume est là pour nous répondre. Donc, si vous vous posez la question, le PDF il sera disponible sur le groupe. Vous pourrez le télécharger, vous pourrez en faire ce que vous voulez, et même le partager parce que c'est fait pour être diffusé. Hein, Guillaume? Ah oui, absolument. D'ailleurs, faudra marquer le nom sur le PDF, faudrait marquer le récif et Marinôme, hein, parce que Il y a Marino, mais bon, il n'y a pas le récif, mais moi je m'en fous. ben non, il n'y a pas le récif et il n'y a pas Alexandre qui s'est fait chier à faire ce tableau. Ça serait bien de marquer que c'est Marinôme avec le récif et merci à et merci à Alex. Ouais, bah tiens, bah ouais, pourquoi pas. Mais bon, je fais pas de, je fais Non, pas. non, mais tu sais, il y a un moment, il faut dire les choses, hein. Et là, il n'y a pas que moi, hein. Moi, vous savez, si vous m'aviez demandé de faire ça, je vous aurais montré ma vieille feuille griffonnée avec des photos comme ça. Moi, je suis un peu trop à l'arrache. Là, c'est super propre et c'est grâce à vous. Ouais, bah ouais, bah la vieille feuille griffonnée, moi je me l'imprime et je la garde en souvenir, tu vois. Ah. Ouais. Euh, quel est le taux de nitrate maximum pour les euphilia, s'il te plaît? Bon, alors, moi, j'ai vu des bacs avec des euphilia qui étaient magnifiques à 200 de nitrate, hein. Donc, les LPS, de toute façon, les nitrates, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Après, trop d'oxantelles, ça va faire foncer les couleurs, ça, on le sait. Donc, si on veut avoir une belle coloration, je dirais qu'il faut pas dépasser peut-être les 25-50. Mais même à 25 de nitrate, vous avez des très belles torches. Ouais. Moi, je les maintiens aux alentours de 10. Parce que j'ai aussi mes accros dans le système, donc je peux pas me permettre d'aller trop loin.
Mais par exemple, mes zoanthus seraient bien mieux à 25 ou à 50 de nitrate qu'à 10. D'accord. Et les PO4, par contre, ceux-là, tu les contrôles. Bah, les PO4, faut les contrôler un peu parce que là, un excès de PO4, ça va gêner quand même la croissance. Donc, je dirais qu'il faudrait pas aller au-delà de 0,15 ou 0,2. Allez, 0,2. Si on veut être équilibré, même, je dis 25 de nitrate. Allons-y pour 0,25 de phosphate, mais pas plus parce qu'après on a une croissance qui est freinée par les phosphates. Ouais. Maxime, non, il nourrit pas les œufs en target. Les œufs profitent de la nourriture du bac, qui est, Merci. qui est variée. Hein? Ah oui, oui, oui. Oui, alors moi, je mets surtout du phyto et puis un peu de poudre type Reef Roid, Reef Pearl quand j'y pense. Je mets un peu aussi des fois de Reef Energy de chez Red Sea, la B+. Ouais. Et ensuite, je donne des granulés à poisson qui tombent dedans, ça c'est une certitude. Et dans ma nourriture congelée, moi je mets Cyclope, Artemia, Mysis. Ça, vous avez trois tailles, on va dire trois diamètres différents. Donc Ouais, les ouais. cyclopes étant des copépodes, ça c'est tout petit. Les artémias un petit peu plus gros et les mysis encore un peu plus gros. Donc oui, c'est une nourriture variée. Même les paillettes. Des fois, je donne des paillettes pour les poissons pélagiques. Des fois, je vois des paillettes qui sont collées dans les tentacules. Je vais pas m'amuser à les enlever, hein. Je Bah laisse ouais. faire. Et tu nourris comme ça une fois par jour. Je nourris comme ça 2 fois par jour. 2 fois par jour. D'accord. En général, je donne du sec le matin quand je suis speed et fin de journée, je nourris au congelé. Ok. Alors, faut savoir que la torche, elle va plutôt se nourrir la journée, parce que vous savez qu'il y a les coraux se nourrissent pas au même moment. Hein, vous avez les coraux qui sont ouverts la nuit, qui déploient leurs tentacules nourriciers. Donc là, c'est le moment de les nourrir. Ça, c'est le cas des scolies, des trachyphilia, des lobophilia qui sont ouverts la nuit. Donc eux, ils chassent la nuit. Donc il faudrait les nourrir la nuit. Tandis que vous avez des coraux qui sont fermés la nuit, comme les zoanthus sont fermés la nuit. Donc vous pouvez donner à manger la nuit à vos zoanthus, ça sert à rien. Et ben les torches, c'est pareil, elles sont à demi fermées la nuit. Euh, je ne sais pas si c'est le moment le plus propice pour leur donner à manger. Ouais. Mais Euh, moi, j'aime alterner aussi les heures de distribution de la nourriture. Je ouais. sais que mes copains de Récif Atome font l'inverse. Ils aiment bien nourrir à heure fixe parce que les coraux mangent mieux la nourriture quand c'est à heure fixe parce qu'ils ont une vraie horloge interne, hein. Ils prennent l'habitude et du coup, à l'heure de la bouffe, ils sont déjà tous ouverts. Ça, Hmm. vous pouvez le vérifier dans votre aquarium, hein. Si vous nourrissez à 8 heures tapantes vos coraux, vous allez voir qu'à 7h45, ils sont full ouverts, ils attendent la bouffe. Donc, effectivement, il y a une horloge interne chez le corail et peut-être qu'en nourrissant à heure fixe, vous pouvez améliorer leur capacité à prendre les aliments, mais vous avez aussi des coraux qui mangent à différents moments de la journée. Et donc, moi, j'aime bien nourrir des fois la journée, des fois le soir, des fois la nuit. Comme ça, au moins, je nourris tout le monde. Ouais. Là, il y a Guido qui dit Cyclope dans le bac, c'est pas un peu dangereux? Non, c'est de l'humour. Ouais, pourquoi Cyclope? Je comprends pas la blague. Les cigarettes. Ah, le On appelle Cyclope. ça Cyclope? Bah, une clope, quoi, la cigarette. Ah, d'accord. Voilà. C'était de Bon, l'humour. en parlant de cigarettes, moi, j'ai eu des coraux qui noircissaient. En l'occurrence, des acropora. Ah ouais. Qui noircissait. Bon, il devenait comme séché. J'en ai parlé à Vincent Chalias, j'en ai parlé à plein de professionnels connus, etc. Machin, je devenais fou. En fait, il s'est avéré que c'était un surplus de barium. Bon, bref, je savais pas que le barium pouvait faire noircir les coraux. Ouais. Je suis même allé à mettre un gros Acropora Jean-Jacques dans un bac à part et verser le contenu de ma clope électronique dedans. Il a Parce noir. que je me disais, moi j'ai toujours ma clope électronique au bec. Est-ce que c'est pas le liquide à clope, le propylène glycol, la glycérine végétale ou la nicotine? Ouais. Eh ben, je peux vous dire que j'ai versé un tank de 10 millilitres avec de la nicotine dans le bac et l'accro, il en avait rien à faire.
Ah ouais. Rien à faire, rien à faire, rien à faire, hein. Il était toujours aussi beau un mois après, donc je l'ai remis à sa place. Et donc la cigarette électronique, j'ai testé pour vous les amis, pas de problème. Mais ne versez pas quand même pas le liquide de la clope dans l'aquarium. Non, ça n'a pas eu d'impact bénéfique, mais en tout cas, j'avais un doute, je l'ai vérifié. Ouais. Les Euphilia parancora. Attends, je comprends rien. Les Euphilia parancora, comme on voit maintenant, dit hologramme, je sais pas. C'est quoi les Euphilia parancora hologramme? Tu connais ça, toi? Bah, oui, oui, bien sûr, j'en ai sur mon site. Et c'est quoi Euh, leur besoin en part? alors, les Euphilia Parancora, hologramme, Rainbow hologramme, poète poète machin, c'est des Parancora, hein. Ouais. Donc, vous les éclairez comme les autres, vous les brassez comme les autres, et ça ira très bien. Ils sont plus chers parce que c'est des morphes récentes et puis parce que c'est magnifique, j'avoue, hein. Quand vous les regardez, vous avez vraiment un effet de holographique. Elles portent bien leur nom. On a l'impression que c'est de la 3D. Ah ouais. C'est extrêmement, c'est perturbant comme Euphilia, mais ça reste de l'Euphilia parancora. Et moi, elles sont traitées comme mes autres, comme mes old school, et ça va très bien. Voilà. Euh, alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a de l'Ophilia banana chez Marino? Bah ouais, il y en a. Pourquoi il n'y en aurait pas? Ouais, bah celle qui est en photo sur sur le PDF là. Voilà, la belle banana qui est là. Là, c'était il y a un an ou deux, je crois. Et donc, je l'ai taillée cette année et j'ai vendu deux boutures. Et Ah ouais. donc, il me reste une bouture pour moi. Voilà. Et donc, il m'aura fallu 5 ans pour passer de une tête à trois grosses têtes. Ouais. Voilà. Elles sont parties, les boutures, je les ai vendues 350 ou 400. Voilà. 5 ans, 5 ans pour la maintenir. En tout cas, ceux qui me l'ont acheté, ils vont pas regretter parce que les bananas sont pas faciles à acclimater et celle-ci, elle a mis du temps à se déclencher, mais elle a déclenché. Ah ouais, mais elle fait pas des têtes, c'est pas une fou furieuse de la Non, reproduction. c'est des grosses têtes énormes et Ah donc ouais, ça se glisse très très lentement. Je suis toujours à la recherche de ma banana à petite tête, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. ça existe. Maybe. Et c'est la même couleur comme ça, mais avec des petites Ah têtes. bah oui, moi je voudrais une torche comme ma Dragon Soul ou ma 24K, mais en cœur vert fluo et tentacule jaune fluo, comme ça. Ouais. Mais pas des profondeurs, voilà. Eh ben ton client il confirme. Elle est sublime. Ah, cool! C'est qui? Yaya. Ah, c'est lui qui me l'a pris? Bah je confirme, elle est sublime. Yaya Eh, Shizune. cool, génial! Voilà. Ouais, j'en ai vendu deux, je crois que... ouais, je me rappelle plus à qui je les ai vendus, mais ouais, je suis content d'avoir des nouvelles. Bah c'est bien d'avoir des nouvelles de ces bébés. Surtout quand Ouais, grave, grave, parce que alors ça, franchement, j'ai eu du mal à la tailler parce qu'en plus, elle est tellement compacte que du coup, j'ai dû l'attaquer par-dessous. ouais. J'ai fait trois boutures, donc en plus, en la taillant, il y a ma lame qui a entaillé une des autres têtes. Donc c'est la tête que j'ai gardée pour moi. Ça s'est resolidifié. Il y a des Mais moustiques. ouais, c'est long, hein. Là, il y a 5 ans de croissance, hein. Ah ouais. Euh, là, moi, je connais rien du tout, en fait, je m'aperçois. C'est quoi la particularité des fake Holy Grail? Euh, alors, fake Holy Grail, j'ai jamais vu ça. C'est Fake des- banana, oui. c'est quoi? Fake Fake banana, banana? oui, c'est C'est des fausses bananas? ouais, fake banana, c'est une fausse banana. Donc en fait, le cœur. Alors elle est très portrait la même, même type de tentacule, même couleur jaune, etc. Sauf le cœur, au lieu d'être vert, il est souvent violacé ou bleuté. Et D'accord. donc on appelle ça fake banana. On aurait pu les nommer, euh, lui donner un autre nom. Ouais. Mais je trouve que fake banana, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour un fake Holy Grail? Bah, c'est-à-dire que la bande, elle remonte pas jusqu'en haut? Je ne Ouais. sais pas. En tout cas, j'ai jamais vu de fake Holy Grail. Mais tu vois, cette histoire de bande, j'avais pas percuté qu'il y avait une bande comme ça sur les, sur les Holy Ouais, Grail. alors tu sais, Eric, on se rend compte des détails comme ça souvent quand on fait des photos, hein.
Ouais, ouais, là, Quand on fait des photos macro et qu'ensuite on zoome, on se dit ah ouais, effectivement. ouais, ouais. Là, tu vois, sur la photo, on la voit vachement bien, la bande, quoi. La bande Ouais, verte. ouais, ouais. Non, c'est vraiment un poker face là. C'est vraiment bien tranché. Alors c'est pas un côté vert, un côté orange non plus, mais là vous avez une bande verte qui vient du cœur qui monte presque jusqu'en haut. Ça c'est Holy Grail. C'est fou, hein. C'est fou. Mais ça, tu vois, avec les éclairages old school à l'ancienne, pour nous ça aurait été une torche verte quasiment classique quoi. Il y a Là, que l'éclairage bleu qui permet de faire ressortir ces nuances. la bande verte, c'est éclairage bleu plus lentille ou juste éclairage bleu? Oh non non, là, si t'éclaires ton bac, moi la journée, je la vois comme ça, Ah ouais, éclairée avec. Moi, cette torche-là, elle est éclairée par des reflets de 160 avec deux barres bleues. La reflet de 160, elle est à 100% de bleu, 50% de blanc, donc à l'œil, ça fait un rendu qui est relativement blanc dans l'aquarium, et je la vois comme là, hein. Si je mets en full bleu avec deux paires de lunettes, je vous annonce même pas la photo, hein, vous allez perdre un œil. ouais, ouais, ouais. C'est beau. Tu livres en Belgique ou pas, Guillaume? Non, pour l'instant, je livre pas en dehors de France parce que UPS, c'est compliqué de travailler avec eux, hein. D'accord, donc En fait, le commercial, il me répond quand il a envie. Ah ouais. Hmm. Donc normalement, j'ai une interface client qui est ouverte, mais j'ai pas le code. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas si je dois acheter mes propres étiquettes. Enfin, le commercial, c'est un blaireau. Donc pour l'instant, non, mais j'espère bientôt, j'espère que l'année prochaine, j'aurai mon contrat et que je pourrai envoyer en Belgique notamment, parce qu'on me demande pas mal en Belgique, Ouais, bah et là, il puis y a une peut-être question, ouais. un peu en Espagne et en Italie aussi, on me demande de temps en temps. Et la Suisse, non? Ah ben la Suisse, ils sont hors de l'Union européenne, donc ça Ah, restera toujours un problème ah oui, oui. d'exportation, de demande de permis de CITES, etc. Là, c'est même pas la peine. C'est comme envoyer des courants en Indonésie, c'est presque le même parcours de croix. Ah ouais. Hmm. Est-ce que vous avez des questions? Tiens, bah moi j'ai une question, Guillaume. Euh, Mhm. ça concerne un bénitier que j'ai Oui. que j'ai depuis bah, plusieurs années, quoi, en fait, hein. Il me suit depuis plusieurs bacs. Et là, depuis trois quatre jours, il s'ouvre plus entièrement. Je sais pas ce qu'il a. Donc je sens mal l'histoire. Je lui ai fait un bain de bétadine pour voir, mais est-ce que tu as quelque chose à faire ou... Alors pour l'instant, moi, les bénitiers, je les traite pas. Mais là, je suis tombé sur une vidéo américaine où le mec, il prépare son bain. Je vois qu'il pile des cachets, il met une Ouais, pompe de brassage. c'est Andrew Sandler chez Polo Riff. Euh, Ouais, peut-être, ouais. Donc ouais, il met 5, 6 bénitiers dans une bassine, il pile des cachets et tout. Donc à mon avis, il les traite aux antibiotiques. Donc ouais, c'est peut-être aussi une possibilité. Par contre, étant donné que je comprends rien à l'américain, parce que tu sais, il parle avec un chewing-gum dans la bouche, là je comprends rien. J'ai pas le protocole, mais je pense qu'on peut le trouver. Et ouais, donc il te suffit de, en plus, bon, toi tu peux te faire une ordonnance, hein, donc ouais, bon. ouais, 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 je vais Donc, s'il faut regarder. traiter ton bénitier, je pense que tu peux le faire comme ça, hein. Tu le sors, tu le traites. Je sais qu'aussi les bénitiers, on peut leur faire des bains d'eau douce. Ah bon? Ah ouais, alors ça m'a toujours épaté parce que faire un bain d'eau douce à un invertébré, j'y aurais jamais pensé. Mais ça se fait. Et en l'occurrence, tu peux éliminer les petits escargots pyramides là qui mangent la chair des bénitiers Ah ouais, de cette manière-là. Mais bon, si c'est une bactérie, de toute façon, il n'y a rien de mieux que les antibiotiques, hein. ouais, ouais. Parce qu'un Donc bénitier, ça peut peut-être être ta solution. un bénitier qui s'ouvre plus complètement, c'est qu'il a un souci, quoi, qu'il est malade, hein. Ah oui, c'est que ça pue, hein. Ça pue. Alors, soit t'as un petit malin qui vient lui taper dessus la nuit ou un truc comme ça, soit ça pue et il va pas bien du tout. Ouais, c'est ça, hein. Surtout quand t'as la chair qui reste recroquevillée dans le manteau alors que ton bénitier est ouvert. Alors ça pue du cul direct, hein. Ouais, bah j'ai regardé, il y a même le byssus qui est un peu rétracté, donc bon. Ouais, ben là, oui, il faut pas hésiter, hein. Mhm. Bon, bah je vais tâcher de comprendre l'américain alors.
Mais bon. Ouais, ça serait intéressant de voir cette vidéo et d'arriver à en tirer parce que elle est longue et à mon avis, il explique tout, pourquoi, comment, etc. Ça a l'air sympa. Je suis toujours un peu triste quand je tombe sur des vidéos comme ça de pas arriver à comprendre, ça m'énerve. Ouais. J'aurais dû travailler plus à l'école. Hmm. Pour avoir confirmation, est-ce que les éponges étouffent les euphilia? Guido, il avait une éponge qu'il a enlevée parce qu'elle recouvrait tout le squelette et commençait à aller sur la chair d'un joker. Est-ce que tu as des problèmes avec les éponges sur les euphies? Alors, il y a les œufs sauvages sont souvent colonisés par des éponges, Ouais. souvent, mais ça n'a jamais été un problème parce que c'est des éponges encroutantes et normalement elles passent pas par-dessus la chair. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que j'ai jamais trouvé un planaire de filia sur un euphilia qui était porteur d'éponge sur son squelette. Ah ouais, donc à croire que l'éponge, elle joue un rôle de Moi, j'aime bien défense. avoir des éponges. J'aime bien avoir des éponges sur mes euphilia. Mais effectivement, il y a des éponges blanches qui ont tendance à gonfler. Là, oui, ça peut peut-être être embêtant parce que ça peut venir gêner. Et puis après, oui, si le tissu remonte, l'éponge va monter. Après, ça peut être gratté au couteau, hein, c'est fastidieux, mais ça peut être fait. Ouais, Moi, je pense. maintenant, ce que j'ai fait pour éliminer tout risque, c'est que je coupe la chair des euphilia. C'est-à-dire que je me suis mis, j'ai fait des tests, donc Ouais. avec dans ma scie à ruban, tout ce qu'il faut pour désinfecter, etc. Et je vais tailler ma tête en dessus de la chair. Et ensuite, je vais y coller sur le plug. Et là, maintenant, j'ai des euphilia où la chair encroute le plug. Alors là, je peux vous assurer que vous n'avez pas de problème de planaire, en l'occurrence, parce que les planaires, comme toutes ces petites planaires de merde, ils viennent pondre juste en dessous de la chair. Donc vous avez la partie squelette et puis la partie chair, et vous avez les œufs qui viennent juste en bordure de chair. Donc ça, il faut s'amuser à les gratter au couteau, etc. Machin. Si on laisse un micro-œuf, c'est reparti. Donc maintenant, je taille la chair de l'euphilia, je taille juste au-dessus, et comme ça, je suis sûr de pas avoir d'œuf. Ah ouais. Et derrière, je colle en essayant de pas mettre trop de colle pour pas brûler la chair, bien désinfecter à la bétaline, etc. Et ça tient très bien en fait. On peut couper la chair de l'euphilia sans problème si on est assez propre, si on a du matos désinfecté. On peut couper la chair de l'euphilia. J'ai testé, je l'ai fait maintenant des dizaines, des centaines de fois. J'ai jamais perdu une souche. Et après, on a un euphilia qui encroute sa chair même sur le plug quand c'est bien éclairé. C'est-à-dire que quand tu boutures le filia, tu coupes non seulement le squelette, mais tu coupes la chair. Oui. Ah ouais. Alors évidemment, quand on reçoit un euphilia sauvage et que la chair elle est à 2 millimètres des dents septales, on va pas couper la chair parce que là Ouais. on va niquer Ouais. l'euphilia. Mais moi, mes vieux euphilia qui ont une chair de 2 3 centimètres de long, bah maintenant je coupe juste la chair. Je coupe pas en dessous, je coupe juste la chair. Comme ça, au moins, je suis sûr de me débarrasser de tous les potentiels nuisibles qu'il pourrait y avoir. Tu désinfectes avec la bétadine ou rien que dalle? Ouais, moi je mets ma machine est désinfectée avec de la javel, bien rincée. Ensuite, à la coupe, je mets de l'oxygéné dans l'eau. Ouais. Et ensuite, une fois que j'ai coupé l'animal, je le mets dans un bain avec de l'eau de mer et beaucoup de bétadine. Je le colle, je le repasse dans un autre bain propre avec de la bétadine et de l'eau. Je le laisse une dizaine de minutes et je le remets dans le bac. J'ai jamais eu aucune nécrose. Bah ouais. Vous voyez, c'est du Mais boulot. c'est sûr que si tu prends la vieille lame de scie à métaux rouillée dans ta caisse à outils, que tu déchires le filia avec la chair et que tu colles sur un plug et que tu balances ça dans ton bac, tu vas la perdre. Il faut quand même se dire que c'est des animaux et limite c'est un acte vétérinaire quoi. Ouais, Tu vas couper. c'est de la chirurgie. Bah oui, on est plus proche de la chirurgie, même si ça reste des animaux assez simples. Là, on va couper la chair. Là, on n'est plus. Voilà, donc là, il faut un minimum de propreté. Il faut bien se laver les mains, voire mettre des gants. Il faut faire les choses bien, mais ça passe crème, hein. Mhm. Ah On ouais. dit souvent qu'il faut pas, surtout pas couper la chair de l'œuf. C'est faux. Et est-ce que tu as testé ça sur d'autres coraux? Ah oui, bien sûr.
Bah, de toute C'est-à-dire, façon, quand tu boutures un Catalaphilia ou un Lobophilia ou un Euphilia ancora, t'es obligé de taper dans la... un cataphilia, tu le coupes en deux, squelette et chair, boum, Ah oui, 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 tout à fait. et il Et- crève pas. ah Ouais. non, non, pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est hyper rigolo parce que quand tu vois la chair du Catalaphilia qui est gonflée, tu te dis, putain, si je la coupe, ça va se vider, ça va devenir tout flasque, machin. Effectivement, elle perd son eau. Par contre, au niveau de la coupe, ça se pince, ça se colle tout seul. Et 2 heures après, il est ouvert comme si de rien n'était dans ton bac. C'est incroyable. Ah putain, faut oser quand même, hein. Ouais, bah après, moi j'ai essayé pour en sauver et c'était super. Après, j'ai essayé sur des sujets sains pour les fragmenter et c'est super. Un Euphilia ancora, c'est pareil. T'oses pas couper un Euphilia ancora, il y a de la chair partout. Mais si tu le fais proprement avec du matos désinfecté et que tu désinfectes bien l'animal après, euh, et que ton eau est de bonne qualité avec un UV, etc., ça arrive à cicatriser, se pincer, faire un bourrelet de squelette et de chair, et puis c'est reparti. Ah ouais, et ça, Moi, faut pas. il y a 15 ans, la ferme de corail, ils faisaient déjà des boutures de filets en corail, ça marchait bien, hein. Ouais. Ils Faut- avaient trouvé le principe, hein, et eux, carrément, ils faisaient des petites lamelles, hein, ils faisaient des lamelles d'1 centimètre, hein. Tac, tac, tac. Donc ça veut dire couper des deux côtés, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'était chaud, hein. Et en plus, il n'y avait pas l'outillage qu'il y a maintenant, hein. Ouais, ils devaient faire. Alors après, les gros squelettes comme ça, tu peux y aller au hachoir à viande, hein. Pardon? Tu prends, bah parce que tout le monde n'a pas une scie à ruban. Bah, je veux dire, c'est compliqué. La Ouais, Dremel, ça va plus euh, brûler parce que ça chauffe trop, ça tourne trop ouais, vite. ouais, Donc quand tu restes à l'endroit, ça va brûler la chair. Donc après, ça va partir en brioche. Tu mets ton corail sur une planche à découper, bien propre. Tu prends ton hachoir à viande, il faut qu'il soit très fin, ou sinon ouais. un couteau de boucher, mais bien fin. Tu le désinfectes, crac, qui coupe comme, euh, je sais pas, comme un bout de viande, quoi. Tu le t'appuies des deux côtés et je craque, tu le coupes. Ah ouais. Ensuite, tu désinfectes les deux morceaux et c'est nickel chrome. Moi, il y a des coraux que je préfère bouturer comme ça que d'utiliser la scie, parce que la scie, elle a tendance à brûler les chairs. À chauffer, ouais. Euh, Ouais, ouais. et une chair brûlée, c'est une chair qui risque de s'infecter. Alors que quand il coupe comme ça, ben c'est net et précis, ça dure pas longtemps, ça chauffe pas, et c'est génial. Ouais, ouais, faut que ça soit bien, bien aiguisé, quoi, c'est tout, hein. Bien aiguisé, bien stérilisé, enfin bien nettoyé, et puis ça va super bien. Il faut faire ça quand madame est pas là, quoi. Euh, est-ce que, là, il y a une question de Julien. Moi, je pense pas, mais bon, tu vas répondre. Est-ce que l'UV est obligatoire en récifal? Ah non, rien n'est obligatoire en récifal, même pas l'écumeur. Mais en tout cas, c'est un bon outil et moi, je l'utilise H24. Et depuis que je l'utilise H24, j'ai beaucoup moins de problèmes bactériens, de nécrose sur les coraux, de RTN sur les acroporas. J'ai moins de maladies sur les poissons, évidemment. J'ai une eau plus limpide. Donc moi, je suis pour Donc, l'UV 100% du temps. ouais. Ensuite, tous ceux qui vont vous dire, ouais, mais c'est pas bon pour les bactéries du bac, ouais, c'est pas bon pour la microfaune. Alors, il faut réfléchir. euh, c'est assez, comment dire, c'est assez simple en fait. Vos bonnes bactéries, elles sont où? Elles sont dans vos pierres, dans vos sables. Donc, tout ce qui est en pleine eau, c'est potentiellement de la merde. On n'en a rien à faire de ce qui est en pleine eau. Les bonnes bactéries, c'est dans vos pierres et dans votre sable. Et la microfaune en aquarium, c'est exactement la même chose. Votre microfaune, elle est benthique. Elle est dans votre sable et dans vos pierres. On n'a pas de microfaune pélagique qui remonte des profondeurs des océans comme dans la mer. Ça serait le rêve, mais on l'a pas. On a des filtres à poche, on a des écumeurs. Donc ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a en pleine eau, c'est de la merde. C'est des algues en suspension, c'est des virus, c'est des mauvaises bactéries, c'est des larves de planaire, c'est des larves de Valonia, c'est voilà. Donc moi, je suis pour griller tout ça. Et de toute façon, votre biologie, elle est dans vos pierres, dans votre sable. C'est ça le berlinois. Et moi, ça m'a aidé à avoir une bien meilleure qualité d'eau et une meilleure qualité d'animaux, euh, Ouais, ouais. moins de pathogènes en circulation dans le réservoir.
Donc c'est pas obligatoire, mais c'est bien utile. En tout cas, moi, je suis plutôt pour. Ouais. Je suis pas Là, pour l'ozone, mais l'UV, c'est cool. ouais. Là, il y a Jonathan qui dit quand il met son UV en route, il a l'écumeur qui s'emballe. Ouais, bon. Alors là, moi, je sais pas. Quand je vais pisser au fond de mon jardin, il y a la voisine qui ouvre la fenêtre. Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait de lien. Je vois pas comment il pourrait avoir un lien. Je sais pas. Ouais, peut-être que ça À part grille. si t'as vraiment, vraiment de la merde chargée dans ton eau, que l'UV grille cette merde et qu'ensuite c'est écumé, Voilà, bah alors ça veut dire vraiment t'as l'eau verte, quoi. voilà, ouais. Faudrait- Pour créer assez de matière organique morte pour faire mousser l'écumeur. Ouah, franchement, faut que ton eau elle soit chargée, hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors là, tu parlais des bactéries, mais regarde à l'occasion un truc que j'avais fait avec, bon, je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, avec Timo Vanek. Et Ça lui, s'appelait comment? sur ma chaîne, c'est un entretien avec Timo Vanek, la docteur Tim, là, tu sais. Ah ouais. Ouais. Et lui, il dit qu'il y a des bactéries pélagiques qui sont utiles pour le cycle de l'azote dans l'aquarium. Mais maintenant, bon, Ah ouais. maintenant, il faudrait, Bah, après, lui, il est docteur, donc il a sûrement analysé les trucs. Il a donc, peut-être raison. je sais pas, mais tu peux regarder si ça t'intéresse. Et d'ailleurs, je cherche l'analyse. J'aimerais bien faire un antibiogramme de l'aquarium. Tu sais, il y a, je sais plus quelle boîte qui a sorti un, un ICP biologique en fait, où il te donne toutes les bactéries, tous les trucs qu'il y a dans ton bac. Donc ça te permet de voir si c'est des bactéries pathogènes, bénéfiques ou pas. Putain, c'est mortel, ça. Et je l'avais commandé chez les Allemands. Et finalement, bah non, il l'avait pas. Une grosse déception. Ça peut être cool, ouais. Ouais. Effectivement. Ouais. Quelle puissance d'UV pour 600 litres, Monsieur Guillaume? 55 watts. 55 watts, yaya. Ouais. Hmm. Jusqu'à 1000, entre 500 et 1000 litres, moi je mets 55 watts. Faut que ça serve à quelque chose. Et en dessous? Bah, en dessous, genre entre 300 et 500, je mets un 36. Et puis en dessous, pour moi, c'est vraiment des micro UV, quoi, hein, 18? 18, 12 watts. C'est vraiment des tout petits UV, quoi, à mettre dans les bacs de 250 litres, 170, etc. D'accord. Et moi, je vois pas mal de mecs qui ont des aquariums de 700 litres, 800 litres, et puis ils ont un UV de 11 watts. Là, je vois pas bien l'intérêt, en fait. Ouais. Là, je prends quelques questions. Quels sont les besoins des blastomoussa? Et le Blastomussa, ça aime pas trop le brassage. Ouais. On va dire lumière, ça dépend des souches. Le Welsi doit être beaucoup moins éclairé que le Merletti. Le Merletti, on peut l'éclairer plus fort, jusqu'à 250 par. Le Merletti va bien. Le Welsi, je le mettrais bien dans les bons vieux LPS, on va dire entre 50 et 150 par. Ok, d'accord. Là, il y a quelqu'un qui demande, ou qui vient de lancer son bac. Je comprends pas bien le truc. Au bout de combien de temps du bac on le lance dès le démarrage? Ah, c'est peut-être, il parle de l'UV alors peut-être. L'UV, tu le mets dès le départ ou... Non, non, moi l'UV, c'est quelque chose que je mets plus tard. Je sais pas, à partir du moment où tu mets des poissons. D'accord, On peut se dire ça. ok. Eh ben, il y a Yaya qui dit, il vient de mettre un 18 watts. Eh ben, mon pote, t'es bon pour mettre un 55 watts. Donc, Non, voilà. mais après, je veux pas me rattraper, mais c'est mieux d'avoir 18 watts que rien du tout. On est d'accord. Ouais, Après, moi, les UV, j'aime bien les mettre sur la pompe de remontée. ok, Donc, autant vous dire que moi, je veux que tout ce qui remonte de la décante soit grillé. d'accord. Dernière question. Donc là, pardon, excuse-moi, je finis juste là. Oui. Étant donné que l'UV a une vitesse de passage qui est donnée,
c'est comme un groupe froid. Si l'eau passe trop vite dedans, ça ne fonctionne pas bien. Si l'eau passe trop lentement, bah, ça sert à rien. Bah, effectivement, si on a 2500 litres heure de remontée, il faut un UV qui puisse accepter les 2500 litres heure. Et c'est forcément au moins 55 watts. Ok. Euh, Donc, si on veut le mettre sur la remontée, après, si on met en indépendant qui prend l'eau dans la décante et qui la recrache dans la décante juste pour faire une petite stérilisation, on peut mettre moins. ouais, Mais si on la met sur la remontée, il faut être cohérent avec sa puissance de remontée. ouais. 21 watts pour un anneau de 100 litres, ça te paraît correct? Ouais, ça va bien y aller là. Ça va y aller, ouais. Euh, donc le secret des torches sur le long terme, t'as un secret pour les torches sur le long terme? Les regarder amoureusement. Bah, la stabilité. Alors si, j'ai un secret. Ouais, si, bien sûr, j'ai un secret. Mais je vous le dirai pas. Je déconne évidemment que je vais vous le dire. Euh, Les torches, il faut les mettre au milieu du bac. Si vous avez un brassage droite-gauche alterné, il faut absolument les mettre au milieu du bac. Si vous les mettez à l'extérieur, sur les côtés, vous allez voir, vous allez perdre des têtes du côté de la vitre. Parce que la torche, elle va toujours être brassée du même côté. Ça va pas. Si vous la mettez au milieu, elle va être brassée du côté gauche, du côté droit, et là, ça sera top. Donc les torches, en tout cas, si vous avez les torches, c'est au milieu du bac. À Ok, partir du moment où vous avez un flux droite-gauche alterné, de toute façon, c'est mieux pour les coraux, quels qu'ils soient. Et les torches, ça, c'est un cheat code. C'est au milieu du bac pour qu'elles soient bien brassées droite-gauche. droite, gauche, Et droite, donc, gauche. j'imagine que quand les tentacules vont à gauche, la chair est éclairée par là. Quand elle va à droite, la chair est éclairée par là. Et le corail, il est bien libéré de son mucus, tout va bien, il se balance, et là on est au top. Donc les torches, c'est au milieu. Ensuite, le secret à long terme, c'est le KFC. Moi, ça a changé ma. KFC, c'est Kung Fu. Oui, Kung Fu Coral, la Voilà. méthode avec les deux antibiotiques et l'iode. Donc Moi, on tape dans sans ça, Google. j'aurais pas pu faire la culture des torches. Parce que si tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu peux pas accumuler les euphilia, c'est pas possible. Ouais. Moi, je vois des gars, ils ont des champs de filia et ils les ont achetés à droite, à gauche et ils n'ont jamais traité leur bac. Et ils me Hmm. disent, ouais, ça fait 1 an et demi, j'ai aucun problème. Bah, je lui dis, ok, mais le jour où tu as une gelée brune, bim, 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 il va te rester que des squelettes, tu vas pleurer. Donc, évidemment, des paramètres stables. Euh, Ça reste un LPS, donc peut-être pas d'oligotrophie, c'est quand même pas génial. Un brassage droite-gauche, donc tes euphilia au milieu, plus cette bactérie pathogène qui peut déclencher une grosse merde de façon inopinée. Pas de poisson prédateur, évidemment. Les petits clowns, bon, c'est sympa, mais quand il va s'installer dans sa banana, on est un petit peu au bout de sa vie. Donc voilà, les petits secrets, ils sont là, hein. Ouais, ouais. Ok. Ok. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, Guillaume, ça fait 1 heure et demie. Je pense que c'est le temps réglementaire, hein, il me semble. Ouais. Mais Donc, maintenant, je vais aller fêter mon anniversaire. c'est ton anniversaire. Ouais. Mais putain, tu peux pas le dire. Bon anniversaire, Guillaume. Bon Ouais. anniversaire. Et en plus, J'ai 41 ans. J'ai débloqué le niveau 40 l'année dernière. ouais. Maintenant, 41. Et putain, il sacrifie sa soirée d'anniversaire pour nous. C'est gentil, ça, bordel de merde. Ah, C'est ma femme qui est ah, bah, je suis gêné du coup, moi. pas contente, mais bon, Bon je vais me anniversaire. rattraper. Je vais me rattraper maintenant. Bon anniversaire, Guillaume. Profite bien. Je fais on fait les petites modifs sur le fichier. Là, bah, c'est vrai, dans le fond, on peut mettre le récif, il n'y a pas de raison. Et puis, bah, passe une bonne soirée. Merci d'avoir sacrifié 1 heure et demie pour nous. Et puis, le live sera sur YouTube. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci À beaucoup d'avoir bientôt. regardé. Merci à vous. J'ai vu aucun commentaire parce que je ne sais pas comment faire. Ah, mais t'inquiète, je les Euh, ai vus. Tout le monde te souhaite bon anniversaire, là. Trop Voilà. bien. Merci les gars. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Merci à toi, Guillaume. Ciao, Salut. ciao. Bonne soirée à tous. Salut.